Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast de CS à l'érable, la nouvelle saison de CS à l'érable, le podcast 100% sur le soccer canadien. Votre hôte au micro, Adi Raphaël, qui va être à l'animation aujourd'hui. Je suis rejoint par mes deux compères de toujours. En premier, mon ami Daniel Cameron et mon autre ami Alex Rupert. Alex, Daniel, comment vous allez les amis? Ça va bien, merci. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Bonne année à tout le monde et on va espérer que l'année 2021 va permettre au retour des fans dans les estrades parce que ça nous a manqué. Ouais, effectivement, ça nous a vraiment manqué. Je souhaite la bonne année à tout le monde, tous les auditeurs de Culture Soccer et de CS à l'érable. Aujourd'hui, on a mis les petits plats dans les gros. On a voulu vraiment frapper fort pour le premier épisode de cette nouvelle saison, la saison 2021 du podcast CS à l'érable. Et on a l'honneur d'avoir ici comme invité le joueur de Valor FC, Masta Naval Kacher. Bonjour Masta, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et merci encore pour l'invitation, ça me fait plaisir. Ça nous fait vraiment grand plaisir de te recevoir. C'est toujours un honneur de te recevoir. C'est ta deuxième apparition avec Culture Soccer. La dernière fois, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans à peu près. Oui. Sur le podcast. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle très bien. C'était en 2017, je pense, durant l'été. Exactement, c'était il y a vraiment très longtemps. Là, on te reçoit sur le deuxième podcast, qui est le podcast 100% canadien, où on parle beaucoup plus de CanPL et de foot canadien, pas juste de football nord-américain, mais spécifiquement de football canadien. Donc, on est très content de te recevoir aujourd'hui. En premier, pour ceux qui te connaissent pas, et je pense pas qu'il y en a beaucoup, mais pour ceux qui te connaissent pas, j'aimerais que tu parles un peu de toi. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton profil, quel genre de footballeur tu es, et surtout ce que tu aimes, la position que tu aimes le plus sur le terrain? Disons, je me considère comme un milieu offensif qui aime vraiment aller de l'avant. J'ai été formé en tant que numéro 10, mais plus tard durant ma carrière professionnelle, j'ai été replacé en tant qu'ailier gauche où j'ai pu faire quelques bonnes saisons et où j'ai pu aussi m'exprimer, disons, mieux sur le terrain, dans des situations de 1 contre 1 et dans des situations où je pouvais être efficace devant le but. Donc, je me considère comme un joueur offensif qui aime aller de l'avant, qui aime combiner, qui aime le dribble et surtout tirer au but. Parfait. Puis comme tu as touché sur ta formation puis comment tu as été formé, tu as commencé ta carrière avec l'Académie de l'Impact de Montréal, puis tu as discuté les 2 saisons avec le FC Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Je veux dire, je suis ici grâce à cette formation. On a eu de très, très bons formateurs, de très, très bons coachs. Quand je suis rentré à l'Académie, je crois que j'avais 14-15 ans à peu près. J'étais considéré comme un milieu de terrain, donc j'étais formé comme un milieu de terrain, parfois en 8, parfois en 10. Après, avec le FC Montréal, je jouais un peu plus offensif, mais disons, quand les joueurs de la première équipe venaient jouer avec nous, donc ils prenaient leur place respective, donc je bougeais pas mal de positions au milieu, des fois je jouais pas, mais quand j'ai changé de club, c'est là vraiment que j'ai pu me libérer et montrer mes qualités offensives. D'ailleurs, parlant de changer de club, tu as vécu la dissolution du FC Montréal, qui était à l'époque l'équipe réserve de l'Impact qui joue en USL. Fin 2016, début 2017, l'équipe est dissoute et tu te retrouves ailleurs en USL. Toi, tu as gardé quoi comme souvenir à l'époque de ton passage dans le club montréalais, là? C'était incroyable. C'était même... disons, les plus beaux moments parce que tu joues dans ta ville, dans la ville où j'ai grandi. Ma famille venait me voir jouer à tous les matchs. Mes amis aussi venaient m'encourager presque à tous les matchs. Les stades étaient très à côté. C'est ma ville, Montréal, je veux dire. C'était une très, très bonne expérience. Avec du recul, quand tu es plus jeune et quand tu ne comprends pas vraiment le monde professionnel et comment ça marche, avec les différentes politiques, il y avait beaucoup de frustration. Mais disons, quelques années après, on a déjà tous fait le deuil. Des fois, on en rigole avec certains coéquipiers que j'ai gardé très bon contact avec eux. Il est arrivé ce qui est arrivé pour le mieux pour certains, pour d'autres pour le pire, parce que c'était un peu choquant du jour au lendemain de se faire dire que le club n'allait plus exister pour les autres années.
Mais avec du recul, comme j'ai dit, c'était un événement qui m'a fait grandir personnellement. D'accord, tu as dit que tu es encore en contact avec des gens. Est-ce qu'il y a certains joueurs, par exemple, avec qui tu es en contact, qui t'ont un peu, avec qui tu as joué, par exemple, ou avec qui sont avec toi en CanPL, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous dire Oui, c'est qui tes amis? ouais, ben en fait, je vais être honnête, j'en ai plusieurs. J'ai James Geffrard, qui on se voit presque à chaque jour maintenant. Ouais. J'ai Shakib Ossine, qui a joué avec moi l'année dernière, mais qu'on a grandi ensemble déjà même avant le FC Montréal. Alessandro Riggi, Louis Bellangoyette. Il y en a beaucoup encore, je pense. Je ne peux pas tous vous les nommer, mais c'est des joueurs avec qui on a de très très bonnes relations. C'est des amis aussi. On s'entraîne ensemble, on s'écrit très très souvent. Donc, on a gardé, disons, le noyau de notre équipe au FC. On a toujours été très proches, même après le départ du FC Montréal. Ouais, c'est sûr, la dissolution a dû faire mal à ce groupe-là, mais sauf que c'était un groupe qui vivait bien. On le savait déjà, mais tu nous le confirmes de nouveau. Mais on va continuer un peu le reste de ta carrière parce que juste après la dissolution, ben, tu décides de rejoindre la USL Championship, donc la deuxième division états-unienne. Donc tu passes en premier à Colorado, puis après tu te joins aux Monarchs en 2018. Lors de la saison 2019, tu es échangé à la mi-saison et les Monarchs ont poursuivi leur route et ont remporté le championnat 2019. J'aimerais juste que tu me parles combien ça a dû faire mal de voir ton ancienne équipe remporter le championnat, parce que tu n'étais pas un joueur, tu étais un joueur quand même important de cette équipe des Monarchs. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, ben, je vais mentir si je dis que ça ne m'a pas fait mal, mais je dois aussi être honnête et dire que j'étais très content pour mes coéquipiers. Et pour le staff, parce que c'est une très très grande organisation, le Real Salt Lake, que ce soit de la première équipe à l'académie. C'était une décision qui s'est faite, encore une fois, j'apprends de ça, c'est de l'expérience. Pour moi, c'est pas un échec. C'est une expérience que peut-être plus tard, avant de changer de club au cours de la saison ou de précipiter une décision, je vais vraiment réfléchir les pour et les contre. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais, j'étais régulier dans l'équipe, mais j'étais très frustré, encore une fois, parce que les joueurs de la première équipe qui viennent descendre, soit je me faisais changer à la mi-temps, soit je me faisais en cours de match, que je marquais 1 but, 2 buts, ou que j'avais une bonne performance. J'ai copé un peu de ça et j'en avais un peu marre de toujours être celui qui subissait les conséquences des joueurs qui venaient prendre des minutes. Et il y avait le Saint-Louis qui est arrivé, le coach Anthony Pulis qui m'avait appelé. On a échangé à quelques reprises avec l'accord du club, de notre club, donc de celui de Salt Lake. Avec mon agent, on a aussi pris la décision sur l'offre qu'il nous avait faite, sur le projet qu'on voyait avec le club. Et on a pris la décision qui était une décision très vite, mais que j'assume à 100%. Mais oui, après, j'ai toujours suivi le parcours du Real Monarch et je suis content pour eux, mais c'était aussi très frustrant et c'était difficile. Parfait, j'aimerais un peu ajouter quelque chose un peu sur les Real Monarchs. On a vu ce qui s'est passé du côté du Real Salt Lake, de tout ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec l'ancien propriétaire maintenant et les commentaires désobligeants qu'il a eu envers le racisme et ainsi de suite, mais aussi le fait qu'il y avait une culture, il paraît, dans toutes les équipes qui appartenaient à ce consortium, il y avait comme une culture qui était quand même néfaste. Est-ce que tu l'as senti, toi, en tant que joueur? Sur le terrain, non, aucunement, parce qu'on était entouré de gens très sains et de gens très professionnels. Et c'était vraiment multiculturel, pardon. Tu en avais de l'Amérique du Sud, tu avais des Américains, tu avais des Africains. Et nous, à l'intérieur, on ne l'a pas senti, mais non plus, je ne vais pas le cacher. Et je ne veux pas rentrer dans les détails que ce qu'on entend ou l'énergie qu'on peut ressentir à l'extérieur du terrain ou dans les lieux publics avec certaines personnes, oui, tu pouvais sentir une certaine... je ne sais pas vraiment le terme, mais c'était un petit froid, disons. OK, donc en fait, tu n'arrivais pas à l'expliquer vraiment, mais tu sentais comme quelque chose qui était un peu bizarre, en fait. Exactement. Une ambiance qui était négative, une énergie négative, qui n'était pas forcément celle que nous, on avait sur le terrain ou que les coachs avaient sur nous.
Oui, puis ouais, ça devait pas être facile. Puis c'est sûr que l'étape de la USL, ça te vraiment, ça te fait grandir, puis ça t'a changé en tant qu'individu. Mais sur le terrain, comment tu penses que la USL a influencé ton style de jeu et dans quel domaine tu penses que ton passage en USL a permis de t'améliorer? Je vais souligner mon parcours au Colorado parce que c'est vraiment là que je me suis forgé une personnalité sur le terrain, mais aussi un physique. J'étais toujours le joueur qui était technique et intelligent, mais jamais celui qui remportait des duels ou qui pouvait battre un ou deux joueurs en vitesse. Et quand tu arrives dans une équipe comme le Colorado, on avait des joueurs extrêmement physiques et notre style de jeu, disons qu'il n'était pas fixé ou tourné vers le ballon. On défendait, on subissait, mais on contre-attaquait. Disons que c'était un fight football. On essayait de gagner les duels et d'aller vers l'avant et concrétiser nos chances. Donc, j'ai dû m'adapter très vite au style de l'équipe, mais en gardant mes qualités. Donc, j'ai travaillé beaucoup physiquement et ça m'a beaucoup aidé sur plusieurs aspects musculaires, et en vitesse, tous les aspects physiques. J'ai essayé de les améliorer. C'est là que j'ai vraiment ressenti que je pouvais compétitionner dans la ligue. Et par la suite, en 2020, tu as rejoint la Canadian Premier League chez Valor FC à Winnipeg. Comment s'est fait le contact avec le club et pourquoi est-ce que tu as décidé de rentrer au Canada au lieu de continuer en USL? Là, mine de rien, ça faisait quand même 5-6 ans là, que tu étais en USL, là, si on calcule depuis. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu essayer cette nouvelle ligue? Ben, si on y va étape par étape, en USL, c'est une très grande ligue. Et je vais parler personnellement, j'ai eu des exemples aussi de certains joueurs, je ne voulais pas être le joueur qui se perd dans la ligue en changeant de club à chaque année ou 2 années, en se faisant échanger en cours de saison. Donc, j'ai vu plusieurs joueurs de passage et qui se sont un peu perdus dans la ligue en allant d'équipe à une autre, de l'Est à l'Ouest. Et ça faisait, comme vous avez dit, 6 ans et j'avais déjà fait 3 clubs. Si on compte le FC Montréal, 4. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour, je sais c'est quoi. Malheureusement, je n'ai pas été en finale ou gagné des titres, mais j'ai compétitionné. On a réussi à être parmi les meilleures équipes dans certains clubs où j'étais. Et quand je suis revenu de Saint-Louis, j'ai pris quelques semaines pour digérer la saison. Je dirais le titre des Monarchs, tu veux dire. Hein? Ouais, oui, mais aussi le fait qu'avec Saint-Louis, l'objectif, c'était de faire les séries. On ne les a pas fait au dernier jour parce qu'on devait juste faire un match nul. Il nous suffisait d'1 point pour faire les séries. Donc, ce n'était pas un échec comme saison, mais c'était une saison où j'ai grandi, où j'ai pris beaucoup d'expérience, mais qui ne s'est pas passé comme prévu. Quand je suis revenu, je ne vais pas mentir que j'avais des ambitions d'aller en essai un peu partout en Europe ou de complètement changer de voie. Et après, avec ce qui s'est passé avec la pandémie et tout ça, j'avais déjà des contacts avec le Valor FC parce que mon entraîneur en chef, Rob Gale, avait déjà contacté mon agent en 2018. En 2019, pour la saison 2019, mais j'étais sous contrat avec le Monarchs pour ma deuxième année de contrat, donc ça ne pouvait pas se faire, donc il y avait déjà un intérêt de leur part. Moi, comme j'ai suivi la Canadian Premier League, ben, quand il m'a rappelé et quand il a su que j'étais libre, on a eu un échange téléphonique, il a parlé avec mes agents aussi, ça s'est très bien passé, on a été très clair sur mon rôle et ce que je pouvais avoir comme impact dans la ligue et dans le club aussi. Et ça s'est fait comme ça, honnêtement. Et ça s'est très bien passé. Oui, c'est sûr. Avant de parler un peu de la Canadian Premier League, j'ai je vais avoir un peu des petits mots par rapport à Saint-Louis. Saint-Louis, l'équipe de USL qui n'existe plus maintenant, vu qu'il y aura une équipe de MLS qui va rejoindre la MLS. Est-ce que ça t'a fait mal de voir encore? C'est une autre équipe pour laquelle tu joues qui disparaît comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que tu as été en contact, par exemple, avec des joueurs de Saint-Louis? Oui, j'ai été en contact avec certains joueurs. Et ce qui était le plus dur, je pense, pour eux, parce que moi, disons, je n'étais plus dans l'équipe, mais ce qui était plus dur pour eux, c'est de le savoir durant la saison que le club n'allait plus exister. Et de quand même continuer de faire les playoffs et d'aller, je crois qu'ils ont été en quart de finale, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, c'est difficile. Et le plus difficile dans cette situation, dans cette histoire, c'est que le club de Saint-Louis attirait énormément de fans. Et ça faisait
quelques années qu'ils étaient en USL. Donc, il y avait un nombre de fans, je vous dirais, vraiment régulier à chaque match. On jouait, il y avait à peu près 7-8 000 personnes presque à chaque match. Donc, c'est un club qui a beaucoup travaillé, qui s'est formé, qu'on décide de suspendre les activités parce qu'il y a un autre club qui est rentré dans la ligue. C'est sûr que c'est triste, mais comme on dit, c'est ça le business. C'est la vie. C'est ça le business dans ce sport. Ouais. D'ailleurs, tu avais parlé de Rob Gale. Est-ce que toi, tu as eu la chance de le connaître avant quand il entraînait les équipes nationales de jeunes? Non. Non. Quand j'ai jamais été à un camp. En fait, j'ai été à un camp ouvert où il y avait une quarantaine de joueurs. Mais disons, quand j'étais plus jeune en académie, je n'étais pas aussi dominant ou aussi bon, si je peux le dire, que je le suis quand je suis arrivé professionnel. Donc, je n'ai pas eu la chance de le faire quand j'étais plus jeune. OK, donc Rob Gale, c'était un inconnu pour toi quand tu es arrivé. Je veux dire, tu n'as jamais eu l'occasion de le rencontrer par le passé. Là. Non, je l'ai déjà rencontré quand il est venu à Montréal faire les scouting, quand il est venu voir l'académie. Je l'ai aussi entendu beaucoup parler de lui parce qu'il y avait les autres joueurs qui se faisaient appeler quand je me rappelle et j'entendais son nom et je pouvais mettre un visage sur le nom. Mais un échange verbal ou une conversation avec lui, je n'ai pas pu expérimenter ça avant. Parfait. C'est sûr, Master, on va juste être honnête avec toi. Bon, il y a eu beaucoup de questionnements autour du Valor FC en 2019 lors de la première saison où, bon, on sait que Valor, ça s'est pas très, très bien passé du côté du Valor en Canadian Premier League. Il y a même eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux de joueurs qui étaient vraiment pas d'accord avec l'entraîneur, comme que l'entraîneur avait du mal avec son groupe, il y avait beaucoup de bisbilles, il paraît, entre les joueurs et l'entraîneur. Est-ce que, en lisant un peu toutes ces nouvelles-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu fait hésiter quelque part, ou est-ce que tu t'es dit, écoute, c'est encore des foutaises des réseaux sociaux, le monde y parle, puis voilà, ou est-ce que tu as réfléchi à ça avant de signer? Bien sûr, mais disons, je ne juge pas un livre par sa page couverture, donc quand j'ai lu ou quand j'ai pu connaître de certaines sources ce qui se passe au club, et ça, encore une fois, je ne peux pas dire, mais en 2019, si dans ton équipe, tu as plusieurs personnalités, des forts caractères et des joueurs qui veulent s'exprimer sur le terrain, je ne pense pas qu'il y ait une cohésion qui peut se faire avec plusieurs joueurs, disons, qui ont beaucoup d'orgueil ou qui veulent beaucoup de liberté sur le terrain. Et on ne va jamais critiquer une équipe qui gagne, donc une équipe qui finit premier et qui a des problèmes. Tout le monde s'en fout, mais une équipe qui n'arrive pas à faire les playoffs et qui a des problèmes, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai abordé avec le coach quand on a eu notre conversation. Je lui ai dit que moi, l'objectif principal, c'était d'arriver et d'essayer de m'adapter à un groupe qui pouvait vivre sainement et qui pourrait amener du positif dans l'équipe et moi, que je pouvais amener quelque chose aussi dans le groupe. Quand on a eu la conversation, j'ai compris certaines affaires et j'ai décidé de lui faire confiance. Ce que je peux vous confirmer au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui reviennent de l'année dernière et qu'on vivait très, très bien dans la bulle à l'île du Prince-Édouard. D'accord. Tu as parlé aussi du fait que tu as beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs du FC Montréal avec qui tu es resté en contact, avec qui tu es ami. Tu as mentionné Shakib Ossim, qui faisait partie un peu de l'équipe Oshdi avec toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a encouragé de voir Shakib avec toi? Ben oui, bien sûr. Comme je vous dis, c'est coaché quand j'avais 13-14 ans, donc il est un peu plus vieux que moi, Shakib. Donc, je le connais personnellement. C'est quelqu'un aussi, c'est un ami qui va à la maison de temps en temps, qui mange à la maison. Donc, ma famille, je vivais avec lui quand j'ai déménagé à Winnipeg pour le peu de temps qu'on y était. Et oui, c'était encourageant. On s'encourageait. Dans les moments difficiles, lui, il me levait la tête. C'est la même chose pour moi. C'est quelque chose, tu ne peux pas demander mieux de partager le terrain, partager ton foot avec un très bon ami. Ouais, c'est sûr. Et après, il y a d'autres joueurs aussi qui sont passés par Montréal. On pense à Raphaël Garcia, à Yohan Le Boris. Est-ce que tu connaissais ces joueurs-là? Et parle-nous aussi, j'aimerais avoir ton avis sur James Pantemis, qui a été prêté à Valor et qui a quand même fait un bon tournoi des Highland Games. Tu peux nous parler un peu de ces trois joueurs-là? Bien sûr, pour Raphaël et Yohan, c'est des joueurs que je voyais au quotidien à l'académie. Quand j'étais avec les moins de 18, eux, ils étaient avec les moins de 14-15.
Donc oui, je les connaissais. On se faisait des échanges ou des petites blagues, mais c'est des joueurs que ce n'était pas forcément de ma catégorie d'âge ou que je côtoyais chaque jour, mais je les voyais très souvent et on se connaissait, il y avait un respect mutuel. Pour James Pantemis, pour moi, c'est le meilleur gardien de la Ligue pour le temps qu'il est venu. Je l'ai vu à l'entraînement, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, c'est quelqu'un qui a un avenir, je pense, vraiment positif devant lui. C'est vraiment quelqu'un de talentueux et malheureusement pour lui, disons qu'on n'a pas pu démarrer le moteur au tout début du tournoi, parce que je pense qu'il aurait fait la différence plus tard dans le tournoi si nous aurions eu la chance de continuer. Parfait. Et après, vous êtes allé dans ces fameux Island Games, cette bulle, en fait, qui a été créée sur l'île du Prince-Édouard. Comment tu as vécu cette bulle-là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans les Island Games et bien évidemment, un peu comment tu t'es senti dans le groupe? Et voilà. Donc, juste un peu nous parler un peu de tout ça, de l'expérience de Valor et de toi-même lors des Island Games. Ouais, avant d'arriver à ce point-là, je vais juste mentionner aussi quelque chose, c'est qu'on a eu une préparation très, très courte. Ouais. Nous, disons, les gens de Montréal et de Toronto sont arrivés, les joueurs, de Toronto et de Montréal sont arrivés à Winnipeg le 28 juin. Alors que les autres équipes, ou la plupart des autres équipes, avaient déjà commencé avant, parce que Montréal était en zone rouge et les joueurs, les autres équipes avaient déjà commencé la préparation avant. Donc, on a eu 1 mois et quelques jours pour se préparer et pour essayer de créer une nouvelle identité de jeu avec une toute nouvelle équipe. On avait 15 nouveaux joueurs à peu près. Donc, ce n'était pas facile au début. Après, quand on arrive là-bas, je ne vais pas vous mentir, c'était quelque chose de spécial. Tu es moins libre. Il y a beaucoup de protocoles à suivre, beaucoup de protocoles sanitaires, beaucoup de règlements aussi. Mais il fallait s'adapter très, très vite et on l'a fait. Et justement, comment on a pu, c'est en groupe. On s'est donné le défi de quoi que ce soit, n'importe quel défi ou n'importe quel petit pépin qui allait arriver. On allait être capable de rester solidaire et vraiment se concentrer sur nous-mêmes et de laisser faire tout ce qui peut se dire ou tout ce qui peut se faire à l'intérieur de l'hôtel. Et moi, dans le groupe, je suis quelqu'un de vraiment sociable, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui travaille fort aussi à l'entraînement, donc ça s'est fait assez facilement. Je pense que j'ai gagné le respect de mes coéquipiers et du staff. Après, le tournoi ne s'est pas passé comme on aurait voulu, mais si on regarde les matchs et les performances, je pense qu'on a été dominant sur 80 ou 90% de nos matchs. Après, avec les blessures qu'on a eues, les nombreuses blessures qu'on a eues, dont la mienne vers la fin du tournoi, celle de Shakib qui n'a pas pu commencer le tournoi, qui était un de nos défenseurs principaux, celle de notre arrière-gauche, Arnold, qui jouait en Ligue 1 pendant des années, qui n'a pas pu faire le tournoi non plus car il s'est blessé au premier match. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements. On ressort la tête haute, mais c'était une expérience différente et c'est quelque chose qu'on va pouvoir raconter dans 20 ans, 10 ans, 15 ans à nos proches. Ce n'est pas quelque chose que je pense que beaucoup de personnes ont vécu. Non, c'est sûr, c'est quand même une situation un peu cocasse et c'est sûr que vous allez en parler pendant longtemps. Bon, tu as parlé un peu du fait que bon, c'était très strict, beaucoup de protocoles, mais après avoir parlé avec beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, dont par exemple Mohamed Farsi, ainsi de suite, il paraît que vous, les Québécois, vous vous retrouviez très souvent en soirée, si je me trompe pas, non? Oui, ce qui est le plus drôle là-dessus, c'est que sur le terrain, on se déteste, mais sur le terrain, on était très compétitif parce qu'on savait qu'on allait se revoir à Montréal. On savait qu'on avait des proches en commun, des amis en commun. Donc, on savait très bien que, bon, ce moment-là, on va en profiter. Mais je me rappelle très bien quand on jouait le lendemain contre Halifax ou contre Calgary, moi, je voulais absolument les battre et c'était réciproque de leur part. On était très compétitifs. On souhaitait même que l'autre équipe perde des points ou fasse un mauvais résultat pour que notre équipe puisse monter au classement. Mais oui, une fois qu'on finit le souper, on se rejoignait dans la salle, on jouait aux cartes, on riait, on échangeait, on faisait des blagues et après on allait dormir et on recommençait le lendemain. Ah, c'est fantastique, c'est des bonnes histoires ça. Ouais. Parlant de Mohamed Farsi qui a été élu meilleur jeune en 2020 dans la Ligue, est-ce que tu peux nous parler de ton niveau de fierté de voir un Québécois remporter cette récompense, tout en sachant que Abzi et Ensa ont aussi eu des nominations en 2019 et 2020? Puis, tu sais, un petit peu touché aussi sur
qu'est-ce que tu penses que ça, tu sais, l'impact que ça a sur le soccer québécois? Mais tout d'abord, c'est qu'il faut d'abord comprendre, et ça, c'est pas tout le monde, et quand je parle de tout le monde, je parle des fans, mais aussi du soccer canadien, donc que ce soit des dirigeants, des coachs d'autres villes. Il y a énormément de talent au Canada, et surtout à Québec et à Montréal. Je crois qu'on est les villes où il y a le plus de talent au Canada, et ça, je le dis avec expérience, et ce que j'ai vu. Je suis un joueur qui a longtemps joué dans les parcs, je suis un joueur aussi qui a longtemps joué futsal dans les écoles, et j'ai vu des joueurs qui n'ont pas eu la chance que d'autres ont eu, et ça a juste fait en sorte qu'ils ne puissent pas aller au niveau professionnel. Comme Mohamed Farsi, je le connais très bien, c'est un joueur qui joue au futsal à l'école Georges Vanier, donc mon père l'a coaché, et j'allais le voir déjà quand il était plus jeune. Il est bourré de talent. C'est une grosse fierté, ça ouvre beaucoup de portes, et j'espère que ça va donner des yeux pour faire une équipe ici, soit à Montréal, à Québec, mais une équipe professionnelle dans notre province, en Canadian Premier League, parce que je pense que l'impact n'est pas suffisant pour prendre tous les talents locaux, et un club de plus va juste faire grandir le foot à Montréal et au Québec. D'ailleurs, parlant de talent et tout, tout à l'heure, tu nous as parlé comment ça s'appelle? Tu nous avais parlé de ton choix de rejoindre la Canadian Premier League. Et par la suite, je voudrais savoir, tout à l'heure, tu nous as expliqué que la USL, il y avait beaucoup d'équipes et quand tu passes, tu disparais, quand tu changes d'équipe, tu disparais un peu des radars. Hors du terrain, là, c'est quoi, quelle différence tu vois entre la Canadian Premier League et la USL? J'ai pas compris vraiment la question. Hors du terrain, on parle de la vie en général? Oui, là, par exemple, la couverture médiatique, Ah oui. tout ce qui entoure la ligue. Ouais, ok. Ben, déjà, il y a moins d'équipes en Canadian Premier League, donc c'est sûr qu'on va parler plus d'une certaine équipe que d'une autre. En USL, bon, c'est vraiment vaste. Donc, la Ligue va choisir, je ne sais pas, certains clubs, certaines franchises qui ont du succès. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comme ça que ça marche. Mais par exemple, il y a énormément l'accent sur le Phoenix Rising ou le Tampa Bay parce que ils attirent des grands joueurs, ils attirent beaucoup de fans, ils attirent beaucoup de visibilité à la Ligue. Et les petits clubs, on ne va pas trop en parler. Mais la différence, c'est qu'en Canadian Premier League, je vois vraiment un niveau d'équité et d'égalité parce qu'on parle de tous les clubs, on décortique tous les clubs, on parle de beaucoup de joueurs de clubs différents. Et c'est une très bonne chose. Ouais, mais en plus de hors du terrain, est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que physiquement, on nous a toujours dit que la USL Championship, c'était une ligue très coriace physiquement, il y a beaucoup de duels physiques. Est-ce que tu as senti une différence à ce niveau avec la Canadian Premier League? Bon, c'est costaud aussi, mais je ne vais pas mentir qu'en USL, c'est un peu plus physique, il y a beaucoup plus d'engagement. Parce qu'il y a des équipes justement qui, par moyen ou par philosophie de jeu, je ne sais quoi, décident d'adopter un autre joueur et de se concentrer vers un recrutement différent. En CanPL, je pense le recrutement est fait pour les jeunes joueurs canadiens et pour les jeunes talents. Donc, il y a plus de jeux. Sur 8 équipes, il y en a 6 ou 7 qui essaient vraiment de jouer, alors qu'en USL, tu en as vraiment peu qui essaient de construire, de vraiment mettre le ballon au sol et de jouer. D'accord, donc tu peux nous parler un peu des différences majeures entre les deux ligues, en CanPL et USL, à part celle que tu viens de nommer. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es arrivé en CanPL? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? Est-ce que c'est le niveau de jeu, par exemple? Ou tu peux un peu nous parler un peu de la différence entre les deux, la plus choquante? Ben, ça va être vraiment difficile de répondre à cette question, mais je vais dire en CPL, ça va vraiment un peu plus vers l'avant. Tu as beaucoup de joueurs qui sont offensifs, qui veulent montrer leur qualité offensive. En USL, c'est un peu plus vieux. Tu as aussi des clubs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de joueurs plus âgés. Donc, tu as certaines équipes qui posent un peu plus le jeu, que c'est un peu plus lent. Il y a moins de rythme. En CPL, j'ai l'impression que ça va à 100 000 à l'heure à chaque action. Même une touche, il court, il prend le ballon, il fait une touche pour tout de suite aller vers l'avant. Justement, je voulais un peu toucher à ça. Fait que toi, tu pourrais dire selon, dans le fond, tu
tu as un peu touché là-dessus qu'il y avait une certaine disparité entre les clubs en haut de classement en USL versus ceux qui étaient en bas de classement. Est-ce que c'est sûr que dans chaque ligue, on va connaître ça, mais est-ce que il y avait vraiment un gros écart entre les meilleurs puis les moins bons? Est-ce que c'était vraiment le jour et la nuit ou ça restait quand même compétitif? Il faut savoir aussi que certaines villes possèdent de différents moyens. Donc, une équipe comme, je vais juste donner un exemple, comme Phoenix qui a réussi à avoir Sean Wright-Phillips, Didier Drogba et certains autres internationaux jamaïcains, versus un club de bas classement qui fait vraiment un recrutement universitaire ou un recrutement de joueurs d'académie ou de deuxième équipe MLS. Là, tu vois une grosse différence. Une très grosse. Si, par exemple, je pense au Seattle Sounders 2, qui est maintenant Tacoma Defiance. Les joueurs sont bourrés de talent, sont très techniques, mais il n'y avait pas beaucoup d'expérience et ils finissaient toujours en bas de classement. Mais quand tu regardais la qualité du jeu, tu voyais vraiment que l'équipe avait quelque chose et que les joueurs avaient du potentiel. Oui, il y a une différence. Après, une équipe qui est au milieu du tableau, qui réussit à faire un recrutement qui est bon et qui est du calibre des équipes les mieux classées, pardon. Là, il y avait match. Ça se jouait peut-être à quelques détails. Mais si on parle de la première ou deuxième, du top 3 au top 3 des derniers, oui, il y avait un écart qui était assez frappant. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont su créer la deuxième et troisième division en USL, pour permettre justement à ces équipes d'aller compétitionner dans un niveau qui était fait pour leurs moyens. Ouais, c'est vrai que il y avait beaucoup de disparités dans cette ligue-là, dans l'USL à un moment donné. Parlons un peu de CanPL. Est-ce que tu as senti une certaine disparité aussi entre les équipes? On sait que bon, Forge, Cavalry, d'habitude, ça a toujours été depuis le 2019, depuis la création de la ligue, des équipes qui se bataillaient pour les premières places. Mais est-ce qu'en 2020, tu as senti une grosse différence entre une équipe et une autre? Je vais être honnête, non. Je pense que parce qu'on regardait les matchs, il n'y avait rien d'autre à faire, donc on regardait les autres matchs aussi. Ça se joue au détail près. Et moi, je pense ce qui a fait la différence, c'est vraiment l'expérience et aussi les clubs qui ont pu garder le noyau de leurs joueurs de l'année précédente. Ça s'est reflété beaucoup sur les terrains. Il y avait déjà une cohésion que certains autres clubs n'avaient pas et ils avaient besoin d'un peu plus de temps d'adaptation. C'est pour ça que je pense que le Forge l'a remporté, qui était très mérité. Ils ont su être vraiment réguliers tout au long du tournoi. Mais entre les équipes et entre les matchs, je pense qu'à un moment donné, on était sur 8 équipes. On était, je pense, 7. On était 6 ou 7 clubs qui étaient à 2-3 points de faire les playoffs. Ça se jouait vraiment dans les 2 ou 3 derniers matchs. Donc, je ne vois pas vraiment un écart de niveau entre les clubs. Oui, en 2020, c'était vraiment plus serré que la première saison. Puis même l'Atlético Ottawa, que plusieurs personnes avaient fait la prédiction qu'ils finiraient en bas de classement, ont quand même été capables de surprendre plusieurs. Ouais. Ça fait quel effet de savoir que tu joues dans une ligue où est-ce que, oui, tu as l'Atlético Ottawa qui est la propriété de l'Atlético Madrid, mais le propriétaire avait même dit que l'Atlético Madrid regarde la ligue et suit le talent. Ça fait quel effet de savoir que tu joues dans cette ligue avec ce genre d'attention qui est porté sur la ligue, sur le talent dans la ligue? Ben, c'est énorme parce que on parle de l'Atlético Madrid qui va en finale de Ligue des Champions 2 années. On parle d'un club qui gagne la Liga, on parle d'un club qui rivalise avec les géants en Europe. Oui, c'est quelque chose, c'est une motivation de plus de savoir qu'il y a une organisation comme ça, mais c'est surtout une motivation pour les autres grands clubs de s'intéresser à la Canadian Premier League, de se dire, OK, l'Atlético Madrid, a une franchise à Ottawa, pourquoi nous, un autre grand club, ne va pas aussi avoir une autre franchise et venir au Canada? Donc, c'est bon pour le futur. Exactement. Puis tu touchais le point de la motivation. Puis sûrement après la saison, on a tous suivi le parcours de Forge en CONCACAF. Pour une deuxième année de suite, ils ont été capables de surprendre plusieurs observateurs qui pensaient que au début, on pensait que peut-être que c'était un petit peu trop fort pour nous autres, mais Forge a fait un excellent parcours. Selon toi, qu'est-ce que la Ligue devrait faire pour être en mesure de rivaliser avec les puissances d'Amérique centrale? C'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment très tôt pour dire ça.
mais on est sur la bonne voie parce qu'on a un club, si je me trompe pas, ils sont rendus presque en demi-finale, où ils étaient très proches de passer pour le tour suivant. En quart de finale, ils ont perdu, mais ils sont passés très très proches d'aller en demi, effectivement. Oui, donc si on dit ça, et qu'à la deuxième année de création d'une ligue, vous allez avoir une équipe qui va aller en quart de finale de la Ligue des Champions, ou presque d'y être, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On mise beaucoup sur les jeunes, et je pense qu'il faut continuer comme ça. Et surtout sur le talent local. Ouais, puis surtout, facteur motivation, ça doit vraiment encore doublement te motiver de jouer plus fort pendant la. Ben, c'est une motivation. Si tu joues très fort pendant la saison, ça va te donner une opportunité de jouer en CONCACAF League. C'est plus de personnes portent attention à un tournoi continental. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, est-ce que tu te vois, genre, faire le voyage en Amérique centrale, aller jouer au Panama, puis peut-être un jour même jouer en Ligue des Champions contre les géants mexicains? Facteur, point de vue motivation, comment tu vois ça? Ouais, ben, je vais être honnête, j'étais à la maison avec mes frères, on regardait le match, et je me disais, mais ça aurait pu être nous, si vraiment on avait gagné, ou si vraiment on avait réalisé de l'opportunité ou de l'occasion qu'on ratait. On aurait pu être là à la télé à jouer les quarts de finale et peut-être passer au prochain tour. Donc c'est quelque chose qui est réel et qui est très proche aussi. Donc c'est une grosse motivation parce qu'on sait très bien que ça peut arriver. C'est arrivé à Forges. Malheureusement, ils ont perdu, mais ça pourrait arriver aussi à une équipe qui le mérite en CanPL, et pourquoi pas nous. Exactement. Mais c'est sûr que éventuellement, ce serait bien que tu puisses compétitionner dans les compétitions de la CONCACAF et qu'éventuellement le niveau des équipes de la Canadian Premier League s'améliore. D'ailleurs, selon toi, tu as quand même de l'expérience en Amérique du Nord. Quel changement est-ce que tu aimerais que la Ligue apporte pour améliorer le niveau de la Ligue? Plus d'équipes. Il faut un championnat qui se rapproche de celui des Européens, parce que c'est là-bas ou même, je veux dire, sud-américain, le niveau va aussi avec la compétition. Plus il y a d'équipes, plus il y a de compétition, plus il y a de joueurs, plus il y a de compétition. 8 équipes pour commencer, disons, c'est un bon début, mais il faudrait à un moment donné vraiment augmenter le nombre d'équipes. Ça va juste augmenter la compétition et ça va se rapprocher des championnats étrangers. Est-ce que, tu sais, tout a joué quand même dans la USL, qui était la deuxième division la plus nombreuse du monde, là. Est-ce que tu penses qu'en même temps, il faut garder un nombre stratégique qui permette de garder un bon niveau, ou on laisse le plus d'équipes possible, ou tu penses qu'il faut trouver un équilibre, ou il faut laisser le plus d'équipes possible pour avoir plus d'opportunités? Et je pense qu'il faut pas non plus exagérer comme en USL. Là, je pense qu'ils sont 30 équipes, ce qui est énorme. Mais disons, un championnat, on va être réaliste au Canada avec les conditions qu'on a. Un championnat avec 15 équipes, ce serait parfait. En USL, on a vu dans les années précédentes, je pense en 2017, quand le championnat avait autour de 22 équipes, tu as le FC Cincinnati qui est arrivé, je pense, en demi-finale de la Coupe, ou en finale, je ne me rappelle plus. Donc, il faut un championnat où le niveau de compétition et le niveau de réalité soit comme celui des clubs européens ou des équipes qui performent le mieux. Bon, donc tu nous as parlé un peu de la CanPL, d'à peu près tout ce qui se passe en CanPL, la USL, ainsi de suite. On veut parler de toi, Master, parce que tu as eu une saison quand même, cette saison 2020, où tu as enfin retrouvé le soccer canadien. Est-ce que, bon, tu as dit que tu as été blessé durant cette saison-là. Est-ce que tu as réussi, pour toi, tu as réussi ta saison, ou tu aurais aimé faire plus? Comment tu peux te juger tes performances et réussir et juger en fait ce que tu as apporté, et est-ce que tu penses que tu peux apporter plus? Beaucoup plus. Dans la renégociation du contrat avec mon entraîneur, justement, on a parlé de ça, et je voulais vraiment qu'il sache que c'était vraiment une saison qui était compliquée et très très courte. Quand je suis arrivé à Winnipeg, malheureusement, après 4-5 jours d'activité, je me suis blessé, donc j'ai raté déjà 2 semaines. J'ai eu 2 semaines et demie pour me préparer pour le tournoi.
J'ai pu enchaîner les 6 premiers matchs. Après, je me suis encore blessé au 6e match, donc j'ai raté le dernier match. Non, si je devais dire, j'étais peut-être à 65 ou 70% de mes capacités. Je pense que je peux amener beaucoup, beaucoup plus à mon équipe, mais disons que j'étais satisfait sur le fait que j'ai pu m'exprimer sans nécessairement ramasser les statistiques ou contribuer en but ou en passe décisive à mon équipe sur ce que je sais que je suis capable de faire. Mais bon, j'étais satisfait sur mon jeu, mais ouais, c'est définitivement quelque chose qui est prévu pour cette saison de hausser un peu la barre. Ouais, puis j'ai bien aimé tes performances avec le Valor, puis le style général du Valor, puis avec une très courte période de temps pour préparer toi et l'équipe. Je pense que tu vas pouvoir apporter encore plus d'intensité et tu vas pouvoir apporter encore plus à ton club. Quand tu regardes les meilleurs joueurs dans la ligue comme Tristan Borges en 2019 qui est le MVP puis qui part en Europe, puis tu vois Marco Bustos qui était candidat à être MVP qui lui a été appelé par l'équipe nationale. Euh, Est-ce que ça te surprend qu'une ligue aussi jeune est capable d'attirer autant d'intérêt de la MLS, dans le cas de Joel Waterman, de l'Europe dans le cas de Borges, et même aussi de l'équipe nationale avec Herdman qui a rappelé plusieurs joueurs de la CNPL jusqu'à présent? Non, ça me surprend aucunement. C'est peut-être des joueurs que, disons, dans une autre ligue, auront moins de visibilité par le nombre de joueurs ou parce qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste potentiel. Je vais donner l'exemple de Marco Bustos. Quand il jouait à Oklahoma City, c'était pas un joueur qui jouait beaucoup, c'est pas un joueur que la Ligue en USL connaissait. Il est venu au Canada, c'est un joueur qui est bourré de talent, tout le monde le sait. C'est un joueur qui est très bon et c'est juste logique qu'il se fasse appeler par l'équipe nationale. Pour le cas de Borges qui a fait une saison qui était pleine, surtout qu'ils ont pu remporter le titre à la fin, qui est un transfert, non, c'est pas surprenant. Je pense que même si la Ligue est jeune, même si la Ligue dure depuis 6 mois où elle est créée hier et qu'il y a du talent, mais le talent se fait toujours reconnaître. Donc, c'est pas surprenant. Ouais, d'ailleurs, Bustos, même la fédération chilienne, il a parlé de lui qui était dans les radars. D'ailleurs, toi, tu es né en Algérie. Est-ce que tu gardes toujours un œil sur ce qui se passe en Afrique avec l'équipe nationale algérienne, la Ligue algérienne? Bien sûr, moi, les premiers rapports que j'ai eu avec le foot, c'était en Algérie. Mon père m'amenait regarder les matchs en Division 1 de la JSK de plusieurs clubs. Oui, c'est ma terre natale, je suis né là-bas, donc c'est sûr que j'ai beaucoup d'intérêt qui est tourné vers l'Algérie. Je suis leur parcours, je suis les joueurs aussi qui y sont. Maintenant, ma réalité à moi, c'est que j'ai grandi au Canada, je suis dans une équipe qui évolue au Canada, donc la proximité pour moi, elle est vraiment accentuée vers ce que je peux faire ici. Parfait. Vas-y. OK, je vais enchaîner. Donc, pour ce qui est de la CNPL, oui, c'est une ligue qui est neuve, puis ils ont même pu intégrer des nouvelles idées. Selon toi, qu'est-ce que la CNPL fait de positif ou d'unique que tu trouves qui rend cette ligue spéciale à tes yeux? Déjà, bon, je ne connais pas trop le règlement, mais de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de joueurs canadiens locaux dans une équipe et de moins de 21 ans qui doivent aussi jouer un certain nombre de matchs, ça c'est unique parce que ça donne la chance à la Ligue de se développer, de montrer le talent des jeunes, de ne pas les mettre de côté, de ne pas faire un recrutement trop vaste dans les autres pays parce qu'on veut promouvoir le talent d'ici. Ça, c'est quelque chose d'unique. Si je ne me trompe pas, en USL, tu es obligé d'avoir 6 joueurs américains. Le reste, tu peux avoir autant de joueurs étrangers que tu veux ou quelque chose qui est semblable à ça. Donc ça, c'est quelque chose que les autres ligues ne mettent pas vraiment l'accent. Et c'est vraiment juste pour préparer les générations futures et développer la ligue avec nos jeunes talents locaux.
Ouais, c'est ce qui m'avait frappé, c'est que surtout la règle des 1000 minutes pour les joueurs canadiens de moins de 21 ans. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait que la Liga MX au Mexique faisait. Puis je trouvais que c'était, tu vois que tu vois que les jeunes joueurs mexicains sont beaucoup mieux préparés en compétition internationale et sont capables de s'adapter très vite à un niveau aussi exigeant que la Liga MX. Comment tu vois que à force que nous, qu'on saute dès le départ là-dedans, est-ce que tu penses que nos jeunes de moins de 21 ans, ils vont être capables de se démarquer rapidement et dominer rapidement? Mais c'est ça justement, c'est pas ça la question. Est-ce qu'ils vont dominer rapidement? C'est d'abord de les lancer. Et un joueur de moins de 21 ans, moi, je vais parler de mon cas. Moi, je l'ai eu, l'expérience, parce qu'au FC Montréal, j'ai rejoint le groupe du FC quand j'avais 18-19 et j'ai pu avoir 2 saisons pour me former et pour me préparer. Et ensuite, j'ai pu, disons, être un joueur dominant ou qui pouvait vraiment s'exprimer dans la ligue en USL. Donc, c'est la même chose ici. Si le joueur ne domine pas forcément à 19, 20, 21 ans, automatiquement, avec l'expérience et le temps de jeu qu'il a acquis, il va pouvoir s'exprimer encore mieux et pourquoi pas dominer la ligue. Regardez un joueur comme Mohamed Farsi, il n'avait jamais joué professionnel, c'était ses 4 premiers matchs ou 6 premiers matchs, il marquait déjà des buts, il faisait déjà des passes décisives, il a joué en PLSQ. Donc, tu en as qui peuvent rapidement montrer ça et tu en as d'autres que ça va leur prendre 1 ou 2 années d'expérience pour pouvoir après être à l'aise et vraiment jouer sans complexe et dominer la ligue ou leur équipe. Effectivement, c'est bon, on souhaite que ça soit utile pour ces joueurs-là. Puis jusqu'à maintenant, ça semble bien se passer là, pour les joueurs en bas de 21 ans. Ouais. Dis-nous, Masta, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton futur, là, pour 2021, on va dire? L'année vient de commencer. Ouais, beaucoup de santé, parce que je pense qu'un joueur en santé peut accomplir n'importe quoi avec beaucoup de travail. Et une autre chose aussi, c'est beaucoup de buts. Donc, c'est ces 2 choses-là. Et ça serait quoi tes objectifs maintenant à court, moyen et long terme? Tu as 25 ans, tu as quand même une carrière mouvementée. Ce serait quoi tes objectifs à court, moyen et long terme? J'essaie vraiment d'aller étape par étape. Ça, depuis que je suis rentré à l'académie, j'essaie de pas trop me précipiter vers le futur, mais j'essaie aussi de garder un horizon. Je vais dire, déjà à court terme, ce serait de bien me préparer avant d'aller en préparation avec notre club. Avec tout ce qui se passe dans le monde dans ce moment, c'est difficile, mais on essaie de rester positif. Ouais, juste d'être prêt mentalement et physiquement pour la saison, de faire une bonne saison et après, on verra ce que le futur va nous présenter. En tout cas, Masta, nous ici chez CSA l'Érable, on te souhaite vraiment le meilleur pour cette saison 2021 et au-delà, bien évidemment, parce que tu le mérites vraiment. Tu es un excellent joueur, un excellent être humain, même les 2 fois qu'on t'a reçu ici, ça a été vraiment magnifique de te recevoir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, j'apprécie, je suis très content d'être ici. N'importe quand, je vais revenir et j'apprécie vraiment l'invitation. Ben, ça fait plaisir, ça nous a fait grandement plaisir. Donc, ce sera tout aujourd'hui pour ce podcast de CSA l'Érable. En premier, j'aimerais remercier et féliciter mes amis Daniel et Alex. Merci d'avoir été là, les amis, avec moi. Merci à toi, Eddie. Merci à Masta. Merci à Alex. C'était toute une entrevue. Ouais, merci les amis. Puis bonne chance à Masta et je te souhaite de jouer dans un stade un stade salle comble à l'Investor Field. Je pense que c'est l'Investor Group Field. Tu sais, je te souhaite vraiment, tu mérites l'expérience avec 30 000 fans parce que le sport, ça va manquer à tout le monde. Fait que je te souhaite de vivre cette expérience-là puis de vraiment d'accomplir tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés ici pour ce podcast de CSA l'Érable. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Alex, Daniel et moi-même, Adi Raphaël. Merci encore.